Bonjour à tous, vendredi 1er décembre, premier jour du mois de décembre. Et oui, ça file, ça file, ça file. La fin d'année s'annonce très très proche. Aujourd'hui c'est férié, j'espère que vous allez bien profiter de ce jour. Oui, hier c'était la nuit du Maoulid pour nos amis musulmans qui ont eu une nuit très importante au niveau de leur foi. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. J'espère que vous êtes bien réveillés, que vous allez bien profiter de cette journée, mais surtout bien profiter de votre magazine matinal Matin Bonheur. Bonjour chez vous. Bonjour Marco. Bonjour Eva, bonjour à vous. J'espère que vous allez très très bien également. On est très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, bien sûr, nous amorçons la dernière ligne droite de cette année 2017. Vous le savez, 1er décembre, c'est la journée internationale de lutte contre cette pandémie qui fait plusieurs morts depuis bien des années maintenant. Le sida, tout au long de cette émission, nous en parlerons, donnerons des informations. Mais la thématique aujourd'hui va s'articuler autour de la politique. Il y a eu un sommet donc, qui est de mise dans notre pays. Ça nous a donné des idées. La politique par rapport aux Ivoiriens, et surtout les élections. Est-ce que nous avons le réflexe électoral? Les Ivoiriens et la culture électorale, c'est tout un programme. Nous aurons un responsable d'ONG et notre sociologue maison, Dr Nil Nelbien, avec qui nous allons évoquer ce sujet. Mais avant, Nessi Ndri nous parlera également du radis de salade. On aura bien sûr à parler de journée du partage. On aura beaucoup de choses comme ça dans la nomenclature de cette émission qui commence maintenant avec la gym. C'est parti. Bonjour chers téléspectateurs, je suis très heureux d'être en votre compagnie pour cette nouvelle session de gym. Aujourd'hui, on va faire un peu de boxe. Pour ça, il vous faut des haltères pour compliquer un peu les mouvements. Et puis, on part directement avec les échauffements. Allez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur la pointe des pieds. 7, 8. On décolle un pied les pieds. Ok. Allez. Premier mouvement, on part là. 1, on revient. 2, ok, décroché. Top, c'est parti. Allez, go. 1, 2, 3, 4, on en fait 10, 5, 6, 7, super, 8, 9, 10, allez, on change de pied. 3, 2, 1, go. 1, 2, super, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on reste là, on enroule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez dans l'autre sens. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, coup de poing droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait une rotation du buste. 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À gauche, à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, courage. 3, serrez bien vos abdos. 5, 6, 7, 8, 9. Ok, dernier. 1, hypercute. 2, 3, 4, 5, plus haut. 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, super. Là, on va combiner deux mouvements. On va faire hypercute et crochet. C'est-à-dire, on part crochet et hypercute. 1, 2, 3. Ok, on fait 5 de chaque côté. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. Super. Allez, on part là. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui fait le crochet et puis hypercute. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ok, super. Alors, lorsque vous finissez cette série d'exercices avec les coups de poing, vous avez généralement les bras, les épaules en feu, mais c'est justement l'objectif. Donc, répétez ces exercices chez vous. Alors, lundi, ce ne sera pas moi pour une fois, ce sera le coach Kadi. Toute la semaine, vous allez avoir cours avec ce formidable coach. Moi, je vous retrouve dans une semaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao. Merci, coach. On vous retrouve donc à partir de la semaine à venir. Bon, voilà, la deuxième semaine de... C'est une danse, même, de danser. Non, non, c'est bien. Il y a un terme que je... Faites le geste, le geste, le geste. Non, faut pas que je me trompe, faut que je vérifie d'abord. Antépénultième. Oui, c'est ça. C'est avant-dernier. La semaine qui vient après cette semaine. Non. Bon, à partir de la deuxième Grand semaine... moment de solitude. Deuxième semaine de décembre, vous retrouverez le coach Fabrice comme il vous l'a annoncé. Mais si vous vouliez parler de l'antépénultième semaine, c'est la semaine qui vient avant l'avant-dernière semaine. C'est-à-dire avant-dernier. 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 Ok, la suite de cette émission, oui, mesdames et messieurs. La suite, on le sait aujourd'hui, c'est le premier. Il faudrait que vous m'expliquiez ce concept parce qu'il m'échappe. Antépénultième. Aujourd'hui, c'est le 1er décembre, on l'a dit, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Cette pandémie qui, malheureusement, depuis sa découverte au début des années 80, ne cesse de faire des ravages. C'est une véritable pandémie, c'est un problème de santé publique dans le monde entier. Aujourd'hui, les décès liés au sida ont diminué de 48% depuis le niveau le plus élevé, c'était en 2005. Et en 2016, 1 million de personnes sont mortes des suites des maladies liées au sida dans le monde, contre 1,9 million en 2005, 1,5 en 2010. En Côte d'Ivoire, l'UNICEF, mesdames et messieurs, souligne à cet égard qu'on est dans la phase de fin d'urgence. Mais les vulnérabilités sont toujours là, avec un taux de prévalence en Côte d'Ivoire qui est d'environ 3,7% selon une enquête réalisée en 2012. Sachez que l'un des taux les plus faibles en Afrique, c'est l'Égypte, avec 1,1% de taux de prévalence selon de récents chiffres. Il faut faire très attention, il faut avoir la précaution de tous les instants et puis montrer quand même qu'il faut montrer aux gens qu'on peut vivre avec cette maladie. Les traitements ont évolué, il y a une certaine connivence, connexion au niveau de tous les pays, au niveau de tous les chercheurs. Et vraiment, Eva, on espère que d'ici quelques années, le sida sera une simple maladie. Exactement, on espère qu'on pourra dire comme j'ai une amie qui dit pour rigoler, ah la semaine dernière j'ai eu un petit palu là, on dit ah j'ai eu un petit sida qui m'a un peu fatigué et puis bon, les choses sont rentrées dans l'ordre. Oui. La semaine antépénultienne, j'ai eu un petit sida. Allez, aujourd'hui également, c'est le 1er décembre. C'est vrai, c'est la journée de la lutte internationale de la lutte contre le sida, mais également, on a certainement souvenance de cet acte de bravoure d'une grande femme qui est rentrée pour toujours dans les méandres de l'humanité, Rosa Parks. Vous avez certainement une fois entendu parler de cette femme qui a refusé de se lever dans un bus. C'était en 1955. Une femme noire de 42 ans est arrêtée pour avoir refusé de céder sa place à un blanc dans un bus de la ville de Montgomery, en Alabama, aux États-Unis. Elle est décédée le 24 octobre 2005. En cette période où on parle d'esclavage en Libye, ça fait plaisir, ça rafraîchit nos esprits de voir qu'il y a des personnes qui ont lutté pour que ces actes d'ignominie et dignes d'un autre âge ne puissent plus exister sur Terre. Alors c'est une Afro-Américaine, hein, comme on l'a dit, qui est devenue aujourd'hui une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, après qu'elle ait refusé de donner sa place à un blanc dans le bus. Elle a été surnommée mère du mouvement des droits civiques de la part du Congrès américain, et elle a lutté contre la ségrégation raciale avec Martin Luther King. Et je rappelle que le bus dans lequel Rosa Parks est montée le 1er décembre 1955, comme vous le constatez, est maintenant exposé au musée Henry Ford. C'est à Dearborn, dans le Michigan. Alors quand je disais tout à l'heure, hein, pour rigoler, c'était pour rigoler. On rappelle que l'objectif, c'est la disparition totale de la maladie. Hein. C'est pas de trouver un médicament, d'en souffrir et puis d'en guérir après. La lutte principale, c'est l'éradication en adoptant des comportements citoyens. Alors, on va se rendre à présent à l'hôtel, bon, on ne va pas faire de publicité, mais en tout cas, vous le savez. Un hôtel qui n'est pas loin de la RTI. Voilà, exactement, à quelques encablures seulement de la Maison Bleue. Vous le savez, le sommet UAUE a pris fin hier, c'était du 29 au 30 décembre. Des chefs d'État parmi les plus grands États du monde ont effectué le déplacement ici à Abidjan. Notre reporter était sur les lieux pour assister à leur arrivée. Bonjour.
meilleur président pour la fin. Exactement. Et on a pu reconnaître notamment les présidents... Obiang Biya, Boris Johnson, Paul. le maire de Londres, ancien maire de Londres, Boris Johnson. Les présidents Sassou Nguesso, Faure Gnassingbé et Adema, le président du Rwanda également, Paul Kagame. Franchement, c'était une réussite, on peut le dire. On n'a rien eu de... Relever le défi, quoi. Voilà, on n'a rien eu de néfaste à relever. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut être fière de ce sommet qu'elle a organisé si brillamment. Chapeau à l'organisation, chapeau à tout le monde, à tous ces Ivoiriens hospitaliers, du vendeur du coin au président du comité d'organisation. On a tout fait pour que ces personnes-là soient à l'aise. Et puis la Côte d'Ivoire, c'est un pays où on est naturellement à l'aise. Regardez, 2 animateurs vraiment simples, matin. On est vraiment très heureux d'être avec vous. C'est bien. C'est vrai que le vendeur du coin n'a pas eu accès au président, mais bon, mais quelque part, peut-être que le chauffeur, le gars de corps ont dû aller acheter des choses là-bas. On a eu des... Oui, c'est vrai. C'est ça l'importance de ces sommets-là, parce que tout le monde, on trouve son compte. Et vous ne pouvez pas imaginer l'argent qui circule dans ce genre de situation, et forcément, ça aura des répercussions. Vous auriez dû le dire plus tôt, j'y serais allé. Oui, on aura des répercussions dans quelques jours, à court, moyen ou long terme. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Partage, mesdames et messieurs, c'est la journée mondiale du partage. Demain, samedi, à cet effet, nous allons recevoir sur ce plateau un monsieur qui fait office d'homme de partage également, qui fait partie de l'association, d'une belle association, une belle ONG qui s'occupe de partage en Côte d'Ivoire. Il est là, il est déjà dans nos studios. Il va nous dire ce qu'il fait depuis 20 ans pour que le partage soit une réalité dans notre pays. Mais avant de le recevoir, nous allons parler de tout autre partage. Partage cette fois au niveau de la foi, parce que hier, vous le savez, c'était le Maolid, nuit du Maouloud à Koumassi, célébré donc à l'instar du monde entier, dans la commune de Koumassi. Nos reporters sont allés vivre cette fête hautement spirituelle, hautement religieuse pour les fidèles musulmans. Extrait. Il est 23h25 ce jeudi 30 novembre quand notre équipe arrive dans la commune de Koumassi. Dans cette rue, il est difficile de se frayer un passage. L'esplanade de la grande mosquée est prise d'assaut par les fidèles musulmans, pour qui cette nuit n'est pas une nuit comme les autres. Nous célébrons la fête du Maouloud, qui est pour nous une fête très très importante, qui marque la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui même pour qui toute la création aujourd'hui a été bâtie. Il est celui grâce à qui le monde existe, il est celui grâce à qui le ciel et la terre, tout cela existe. Donc c'est aujourd'hui une fierté pour nous de célébrer sa naissance. 4 podiums dressés pour célébrer la naissance du prophète de l'islam. La ferveur est grande, la générosité aussi. À chaque pas, on peut distinguer des mendiants qui jonchent les rues et à qui on se presse pour donner l'aumône. Je donne au marchand parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour. On remarque ce jour-là qu'il y a beaucoup de gens qui font assez de dons. Et il y a des personnes qui sont là pour recueillir ces dons parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été un don pour toute l'humanité. Sa venue déjà représente quelque chose de fort que Dieu a donné à toute la communauté pour qu'on soit heureux. Donc le fait que sa présence étant un don pour toute l'humanité, les gens profitent de cette occasion pour faire des dons, pour faire des gestes. Le Maouloud est ici au-delà de la simple célébration religieuse. C'est une véritable fête que même les enfants ne veulent pas se faire compter. C'est une véritable fête parce que les enfants sont très heureux. Les parents ont montré qu'aujourd'hui, c'est une fête de réjouissance puisque ça marque la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les enfants, aujourd'hui, personne ne va dormir. Vous allez voir qu'il y a des enfants, les vieux, les jeunes, même ceux qui sont malades, font l'effort d'être présents ce jour-là pour avoir les bénédictions de cette nuit. 2 h du matin, il faut rentrer à la station pour le montage de l'élément. Sur le chemin du retour, les rues ne désemplissent pas et du monde afflue encore. Ce qui éclaire davantage notre lanterne sur l'importance du Maouloud pour les fidèles musulmans d'ici et du monde entier. Merci à Guillaume Zéré pour sa célérité, vous l'avez compris. C'est là toute la nuit. Exactement, c'était hier à peine. Et là, à 5h55 sur Martin Bonheur, vous avez déjà un reportage qui vous en parle. Et bien sûr, dans les différentes éditions du journal télévisé, vous aurez plus d'informations. Merci à Guillaume Zéré. Notre invité suivant, il est installé, c'est M. Ignace Desalé Crizoa. Merci d'être présent, Ignace Desalé Crizoa. Vous êtes le président de la Fondation mondiale du partage, une fondation qui gagnerait à être plus connue quand même. C'est ça. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Bon, aujourd'hui, on vient vous voir pour parler de la journée mondiale du partage qui a lieu demain, 2 décembre. Samedi 2 décembre, c'est la journée mondiale du partage. Donc, nous verrons donner un message pour que
tout le monde soit au courant de ce qui va se passer, ce qui va se passer ce jour-là. Alors, c'est quoi votre fondation? Depuis 20 ans, vous avez dit que depuis 20 ans, ça existe. Qu'est-ce qui a été fait pendant 20 ans? Et puis, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a le sens du partage? Alors, depuis 20 ans, la première chose a été de mettre en œuvre quelques opérations, qui sont des opérations d'aide aux plus démunis. Et nous avons donc déployé ça pour que les femmes qui ont perdu leur mari, qui n'ont rien à manger, on puisse leur donner une aide. Donc on a distribué quelques aides et puis nous avons fait des actions en direction de la prison pour les prisonniers sans aide. Et puis nous avons initié un programme de tests de formation au partage dans les écoles. Donc la journée mondiale... Et maintenant on a engagé un programme de promotion de footing du partage pour que les gens soient en bonne santé. Et on va déployer ça sur la Côte d'Ivoire et sur tous les pays du monde. La journée mondiale du partage, c'est demain. C'est une journée du donner et du recevoir gratuitement. C'est un don de soi, c'est un partage de ce qu'on a. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour partager. Même le peu qu'on a, on peut le donner à les plus... on peut le partager du moins avec les plus démunis. En Côte d'Ivoire, par quoi est-ce que cette journée du moins va se matérialiser? Bon, en tout cas, pour la première édition, nous avons donné la priorité au message qu'on va donner à la Côte d'Ivoire et au monde entier. Et demander à tous les Ivoiriens, autant que faire se peut, dans tous les coins et recoins de la Côte d'Ivoire, de faire un footing de santé, de se retrouver et de fêter la journée mondiale du partage. C'est une fête populaire, ouverte à tout le monde. Moi, je reviens sur ma question. Est-ce que les Ivoiriens partagent? Parce qu'on voit parfois dans d'autres pays, quand il y a des choses que les gens ont en plus, il y a des pôles de distribution où on vient donner pour donner aux autres. Ici, dans nos pays, par exemple en Côte d'Ivoire, il y a une très grande richesse et une très grande pauvreté. Et au milieu, il y a une population intermédiaire qui se débat. Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y a le sens du partage? Est-ce que les riches donnent? Est-ce que les riches donnent aux pauvres? Vous êtes à même de nous dire ça, puisque ça fait 20 ans que vous travaillez là-dessus. C'est ça. L'essentiel du programme est axé sur la nécessité d'aimer. Il est important que l'homme aime. Parce qu'avant de partager, il faut aimer. Donc on met l'accent sur la sensibilisation de l'amour pour que tout le monde aime. Si on aime, on est prêt à partager. Donc les Ivoiriens n'ont pas encore peut-être une grande culture de partage, mais il faut qu'ils commencent par l'amour. Après l'amour vient le partage, parce que le partage est fils de l'amour. Et vient la solidarité, qui est aussi fille de l'amour. Donc c'est sur ces thèmes-là que nous mettons l'accent pour qu'à l'avenir, on puisse davantage partager et s'aimer. C'est dans l'amour et le partage que les Ivoiriens peuvent se réconcilier et on peut avoir la paix. Alors, la paix en Côte d'Ivoire et dans le monde. Demain, vous invitez donc tous les Ivoiriens à faire des footings de partage dans leur quartier, de leur voilà, quartier, on dira. Mais l'ONG en elle-même, qu'est-ce qu'elle organise pour demain pour marquer le coup? Est-ce qu'il y aura des conférences? Est-ce qu'il y aura des cérémonies? Qu'est-ce qu'il y aura pour marquer le coup? Alors donc, on va comme on est en train de faire chez vous, avoir quelques contacts avec des journalistes de presse. Communiquer, sensibiliser, parler de l'événement, permettre à chacun d'être informé que l'ONG existe et que l'ONG travaille pour le bien des Ivoiriens et de tous les gens du monde entier. Donc, la plupart des radios de proximité vont nous recevoir pour pouvoir communiquer également, donner le message pour que les gens soient informés. Très bien. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes le président de la journée mondiale de la fondation. De la Fondation mondiale du partage. Je voulais partager en même temps le thème en même temps. Fondation mondiale du partage, Monsieur Krizoa. Merci et bon vent pour votre association. Alors, il y a quelque chose que je voulais dire. Allez-y. Un gros programme que nous sommes en train de développer. Ça s'appelle AGPM, Assistance Globale aux Petits Métiers. Parce que vous savez, le gouvernement est actuellement préoccupé de la difficulté que les Ivoiriens, les petits métiers ont. Ils ont recensé 600 000 petits métiers. Et il faut donner à ces gens-là l'opportunité d'accéder au financement bancaire. L'opération qu'on a mis en place, c'est assistance globale aux petits métiers. Moi, j'ai fait la Banque mondiale, je suis consultant à la Banque mondiale. Donc, j'ai fait COPEC Côte d'Ivoire. Et cette opération va permettre vraiment d'aider les petits métiers. C'est une façon d'exprimer l'amour. Parce que si l'amour n'est pas exprimé,
c'est pas bon. Il faut qu'elle soit pratique, vivante. Et à travers cette opération, c'est l'amour en action que nous allons déployer sur toute la Côte d'Ivoire pour que chacun ait pour son compte. Et c'est le partage qui se consolide. Et c'est le partage qui se consolide. Okay. Voilà. Merci. Très bonne journée à vous, monsieur Krizoa. Oui, on partage avec vous la suite du programme. On rappelle que Félicité Soro signe la réalisation de cette émission. Marco? Astuces et conseils, maintenant c'est à vous de nous lancer cet élément de façon magnifique. C'est pas de lancer, c'est moi. Vous avez tendance à transpirer des pieds? Vos chaussures vous laissent des odeurs indésirables et difficiles à atténuer? Nous avons quelques astuces naturelles et très efficaces pour vous. Astuce numéro 1. Prenez une orange et un citron. Récupérez les peaux de ces fruits. Et mettez-les au fond de vos chaussures toute la nuit. Vos chaussures sentiront le propre tout en laissant une odeur fraîche. Astuce numéro 2, il suffit d'étaler une cuillère de bicarbonate de soude au fond de vos chaussures et laisser reposer toute la nuit. Le lendemain matin, adieu les mauvaises odeurs et bonjour les souliers bien frais. Astuce numéro 3, mettez un peu de poudre blanche dans chaque chaussure et laissez agir pendant la nuit. Sinon, vous pouvez également appliquer du talc sur la plante des pieds avant de porter vos chaussures. Pour une meilleure hygiène des pieds, évitez de porter des chaussures fermées quotidiennement. Optez pour des chaussures ouvertes, simples et faciles. Retour sur le plateau, Eva, un mot de selfie. Oui, des selfies que vous pourrez retrouver sur nos différents réseaux sociaux, bien évidemment. Alors, on aimerait dire aux gens, à tout le monde, à tout ce magnifique public qui nous regarde, qu'on ne fait pas attention, on ne s'entend pas pour les couleurs, mais chaque fois... Les grands esprits se rencontrent. Se rencontrent et on se dit, mais franchement, il fallait. Merci d'être en notre compagnie. On va aller maintenant voir une autre belle partie de cette émission, la ravissante et sublimissime, magnifique Nessine Dri. Quand elle est là, ma foi, ça me fait oublier certaines personnes qui sont à mes côtés. Franchement, Nessine Dri, pour Nessine Dri, c'est Nessine Dri, quoi. C'est ça, c'est ça. Tout en douceur. Ouais. On y va. Elle n'aura pas de selfie. Salade de radis, pommes et noix, tel est le méli-mélo que nous propose notre diététicien maison aujourd'hui. Bonjour Eva, bonjour Marco, bonjour téléspectateurs de Matin Bonheur et bonjour docteur Kwasi Jules. Bonjour Nessie, comment ça va? Super bien, et vous? Tu es toute belle. Merci. À cause de nos aliments. Effectivement, je mange bien chaque semaine. Parce que bien manger, ça fait du bien. Bien sûr. Alors, pour faire notre méli-mélo, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des radis. D'accord. Ouais. Ensuite, on a les noix. Ici, nous utilisons les noix de notre région, c'est-à-dire les noix d'acajou, qui sont très bien pour la santé cardiovasculaire et luttent contre le cholestérol aussi. Voilà. Ensuite, les pommes que nous connaissons tous. Nous avons la menthe poivrée et nous avons du citron pour faire la sauce pour notre salade, notre méli-mélo. Donc, on va commencer par quoi? On va commencer à couper en rondelles les radis. Il peut se consommer cuit ou... Il peut se consommer, on le consomme souvent en salade. En salade crue. Oui. On va prendre une saladière pendant que tu es en train de découper. On peut en faire en jus. On peut faire du jus de radis. Tout ce qui est légumes, choses, on peut le faire en jus. Voilà, pour ceux qui n'ont pas assez de dents pour croquer, on peut le boire en jus. Voilà. Je dis le radis nettoie les reins. Voilà. Donc c'est diurétique. C'est diurétique, oui. On va couper les pommes.
les pommes. Et les pommes, on les découpe comment? On les coupe en dés. En dés. En petits morceaux. On enlève le trognon. Alors, c'est ça qu'on appelle le trognon de la pomme. Le cœur de la pomme. Voilà, le cœur, là où se trouvent les pépins, c'est ce que nous appelons les trognons. Il faut l'enlever, voilà. La pomme a tendance à très vite noircir. C'est ce qu'on appelle l'oxydation de la pomme. Alors, pour ne pas que la pomme s'oxyde, il faut mettre du jus de citron. C'est pourquoi nous avons préparé du jus de citron lorsque nous avons fait la préparation de la salade. D'accord. Voilà. C'est l'oxygène qui provoque tout ça. Bien, on a fini de couper les pommes. On va mettre les noix là-dedans. Voilà. 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 On va cisailler la menthe. Alors, on va couper le citron, extraire le jus de citron. Donc, pour pouvoir récolter tous les jus. Tous les jus du citron. Pouvoir bien le rouler. Même les petits citrons qu'on trouve sur nos marchés également. Les limes, là, oui. On appelle ça les limes. Les limes. Voilà, ça, c'est les bigarides. Les bigarides. Voilà. Donc, l'idéal serait des bigarides? Non, tout ce qui est citron. D'accord. Alors, on ajoute du poivre, du sel, poivre. Bien remuer pour voir l'assaisonnement. Un méli-mélo assez peu habituel, oui. J'avoue. Bah, c'est prêt? Oui, notre salade croquante est prête. Nous allons déguster. D'accord. Comment tu trouves? Je ne m'y attendais pas du tout. C'est bon. Délicieux. Délicieux. C'est tout un voyage avec cette salade croquante. Tu es chez les légumes, tu reviens chez les fruits et chez les noix. Avec les épices aussi. Avec les épices, avec le jus de citron, avec la menthe, c'est tout un ensemble de goûts qui s'assemblent dans une assiette et croquante dans la bouche. C'est délicieux. Délicieux. Donc, téléspectateurs de Matin Bonheur, dès que vous sortez de chez vous, n'oubliez pas de faire le marché, d'acheter exactement les mêmes ingrédients et de vous reproduire cette recette à la maison. C'est sûr que vous allez adorer. C'est sûr. Alors, bien manger? Ça fait du bien. Ça fait du bien. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, brumes humides ou brouillards réduiront la visibilité en début de matinée sur les régions de la bande centrale. Progressivement, cette situation fera place de très belles éclaircies. Le sud forestier et le littoral connaîtront un temps généralement nuageux, se dégageant progressivement pour aussi faire place à un moment de larges éclaircies. Quant aux régions du nord, elles seront marquées par un temps partiellement nuageux. Les variables seront douces avec 21 degrés de minimal à 26 degrés de maximal. On aura 25 degrés à Abidjan comme à Diaké, 24 degrés à Bondoukou ainsi qu'à Boaké, 23 degrés à Daloa, Dambokro et Gagnoa, 21 degrés de minimal à Korogo. Il fera 22 degrés à Mans, 21 degrés à Odiéné, 25 degrés à San Pedro, 24 degrés à Sassandra comme à Tabou. Enfin, 26 degrés de maximal à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, le temps évoluera très peu et continuera d'être ensoleillé sur l'ensemble du pays avec parfois de la poussière en altitude. En fin d'après-midi, l'on pourra observer ça et là dans le sud forestier et sur les régions du littoral des bourgeons nuageux pouvant occasionner des pluies parfois orageuses.
Pour les variables de l'après-midi, on aura 32 degrés à Abidjan, 31 degrés à Diaké, 33 degrés à Bondoukou, 34 degrés, ce sera la maximale à Boaké. Il fera 32 degrés à Daloa, 34 degrés à Dambokro, 32 degrés à Gagnoa, 34 degrés à Korogo. Il fera 32 degrés à Mans, 34 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra, 30 degrés de minimale à Tabou, enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. La France et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération. Le président français Emmanuel Macron, qui était en Côte d'Ivoire pour le 5e sommet UAUE, a lancé aux côtés du président Alassane Ouattara les travaux de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Des travaux qui vont coûter 918 milliards de francs CFA et qui seront financés par la France. La ligne reliera les communes de Port-Bouët et d'Anyama. La mise en service du métro d'Abidjan est prévue pour 2022 et permettra de transporter plus de 530 000 passagers par jour. Mahama Traoré, Jérôme Kofi Abola. C'est à bord d'une draisine que les chefs d'État ivoiriens et français ont quitté la commune du Plateau pour se rendre à Treichville. Et ils se sont retrouvés là pour l'ouverture prochaine de la voie ferroviaire au transport urbain dans la capitale économique ivoirienne. Il s'agit du futur métro d'Abidjan et c'est ensemble que les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron sont venus lancer les travaux de la ligne 1 de ce métro. Il va rallier les communes d'Anyama à Port-Bouët en passant par celles d'Abobo, d'Adjamé, du plateau de Treichville et de Marcory. Coût global du projet, 918,34 milliards de francs CFA, montant financé par la France au nom de sa relation historique avec la Côte d'Ivoire. C'est un projet d'aménagement urbain pour une mégalopole régionale, continentale, qui est indispensable. C'est un projet qui changera la vie des habitants, qui permettra de développer l'activité économique et qui est cohérent avec vos engagements climatiques parce qu'il réduira les déplacements individuels. Ce projet s'accompagne également d'une rénovation des infrastructures et en particulier du pont et d'un travail encore plus profond pour lequel la France est aussi partenaire, qui est la ligne ferroviaire qui, elle aussi, permettra d'améliorer les communications et le rayonnement économique du pays. Je suis fier qu'un groupement d'entreprises français permette la réalisation de ce projet au bénéfice des Abidjanaises et des Abidjanais. Et je veux ici vous dire que la France vous a proposé une offre de financement sans précédent. Avec 1,4 milliard d'euros, cette offre constitue l'effort le plus important que la France ait jamais réuni au démarrage d'un projet de transport urbain à l'étranger. Je me réjouis du lancement des travaux de la construction du métro d'Abidjan, un projet ambitieux dont la matérialisation doit beaucoup à votre engagement personnel, à voir la France nous accompagner dans son financement. Ce projet, dont je souhaite l'aboutissement rapide, est un motif de grande fierté. Il va révolutionner et fluidifier le transport urbain à Abidjan, impacter positivement l'économie nationale et la qualité de vie de nombreux foyers, grâce notamment aux 2000 emplois qu'il va générer et aux gains de temps qu'il va entraîner aux 530 000 Abidjanais. Je dis bien 530 000 Abidjanais qui vont l'emprunter quotidiennement et aux 180 millions de passagers qu'il va transporter par an. Il était impensable qu'Abidjan
ville africaine de plus de 5 millions d'habitants, n'est pas son métro pour affirmer sa modernité et son dynamisme. Nous avons toujours voulu le meilleur pour les Ivoiriens en matière d'infrastructure. À cet égard, le métro d'Abidjan bénéficiera de toutes les dernières technologies et des équipements modernes dédiés au confort des Ivoiriens. La mise en service de la ligne 1 du métro d'Abidjan est prévue pour 2022. Elle viendra ainsi désengorger le trafic routier et lagunaire dans la capitale économique ivoirienne. Pour aller vite, le président français suggère la mise en place d'un comité de suivi des travaux. Il sera essentiellement chargé de veiller au respect des délais, des normes de qualité et à l'implication des PME ivoiriennes dans le projet. Emmanuel Macron était à Abidjan également dans le cadre du 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et l'Union européenne. Sommet qui a refermé ses portes hier jeudi. Après 2 jours de travaux intenses, les dirigeants africains et européens ont proposé des pistes de solutions pour l'insertion des jeunes et lutter de façon efficace contre l'immigration clandestine. On en parle avec Awa Touré. Les grandes décisions du 5e sommet regroupant les 83 pays membres des unions africaines et européennes concernent principalement la jeunesse à travers la création d'emplois pérennes, la problématique de la migration, l'éducation et la formation professionnelle, ainsi que la lutte contre le terrorisme. Le président de la République, Alassane Ouattara, a exprimé sa reconnaissance aux chefs d'État et de gouvernement pour leur précieuse contribution au succès de cette rencontre au sommet. Excellences, Mesdames et Messieurs, en réalité, il ne s'agit pas de conclure, mais d'ouvrir une nouvelle page de notre partenariat pour les 3 années à venir. Il s'agit de réinventer notre partenariat sur des bases renouvelées, avec une ambition d'accélérer sa concrétisation et ses résultats. Jamais nos interdépendances n'ont été aussi fortes. Jamais nos urgences n'ont été aussi pressantes. C'est aussi le premier sommet UE-UE qui a donné autant d'importance à la parole des jeunes que nous avons écouté très attentivement. Je me réjouis de la convergence de vues que nous avons affichée sur la plupart des thèmes qui ont été abordés tout au long de nos travaux et je retiens principalement notre volonté réaffirmée de renouveler notre partenariat stratégique en le raffermissant et en inscrivant les priorités suivantes. Nous sommes en premier lieu convenus d'intensifier nos efforts pour un succès inclusif à une éducation de qualité, à tous les niveaux, de même qu'à l'acquisition de compétences professionnelles, avec un effort particulier pour l'éducation des filles, le développement technologique et l'économie numérique. Il faut une croissance accélérée et durable capable de créer les emplois pour la jeunesse. La transformation sur place des ressources de l'Afrique, de son sol, de son sous-sol et de ses mers apportera un surplus de valeur ajoutée, de ressources domestiques. L'accès au marché du continent africain par la mise en place de la zone de libre-échange et l'accès au marché européen sous-tendu par des infrastructures régionales et continentales. Le président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, a pour sa part salué la détermination de tous les participants. Pour lui, l'Afrique et l'Europe ont une longue tradition de coopération. Nos 2 continents sont interdépendants parce que liés par l'histoire, la géographie et par notre volonté commune de développer des échanges commerciaux dans un partenariat gagnant-gagnant. Il ne s'agit donc plus d'aide ou d'assistance, mais de bâtir une coopération qui permette de régler les problèmes dans l'intérêt mutuel des populations et des économies des 2 continents. À l'instar d'autres pays du monde, il est évident que l'Afrique aussi aspire à la paix, au développement, à la prospérité. Les participants au sommet se sont tous engagés à renforcer leurs efforts de prévention et leur capacité de réponse aux différentes crises.
Des députés européens et des producteurs de bananes et de fruits divers de Côte d'Ivoire ont visité les bananeraies de Nieki dans la région de Songon. Il s'agit pour ces eurodéputés de s'assurer de la santé de la filière banane et de son importance dans la sédentarisation des populations rurales. C'est Noël Niagno qui nous le dit. Nieki, nous sommes dans la sous-préfecture de Songon, à une trentaine de minutes d'Abidjan. Les eurodéputés de la commission développement, les acteurs de la filière banane de Côte d'Ivoire et d'ailleurs sont sur le périmètre des 1300 hectares de plantations de bananes dessert noyés par les pluies diluviennes de 2014 et sauvés des eaux par le financement de l'Union européenne. Cela à travers le MAB, mesure d'accompagnement banane d'un coût d'environ 29 milliards de francs CFA. Premier fait notable, le phénomène de l'inondation est solutionné. En 2017, nous avons reçu au moins 30% d'eau en plus par rapport à ce qu'on a eu en 2014. Effectivement, nous n'avons pas été inondés. Il y a des actions de sécurisation des digues, il y a des actions de renforcement des capacités de pompage et des actions aussi de surveillance du niveau des eaux, aussi bien dans la plantation qu'en dehors de la plantation. De plus, les 1300 hectares de bananeraies détruits ont été réhabilités. 1200 emplois directs maintenus, le cadre de vie des travailleurs amélioré. La filière banane de Côte d'Ivoire s'est repositionnée et les producteurs ivoiriens sont redevenus premiers exportateurs des ACP avec plus de 24% de l'offre en 2015 et 2016. Vivre par eux-mêmes les acquis de la réhabilitation des plantations et les réalités de la production de la banane dessert a conduit les eurodéputés dans les plantations, dans l'usine de conditionnement, pour toucher du doigt l'industrie manufacturière de la banane dessert. Pour produire de la banane, il faut des employés. Mais pour avoir des employés, il faut des services. Il faut un hôpital, il faut des dispensaires, il faut de l'éducation. Une bananerie crée un village, fait vivre un village. Conclusion, la banane dessert n'est pas que douce. D'un côté, nous avons nos plantations de bananes qui fixent les jeunes. Ces mêmes plantations créent des emplois. Et au moment d'arriver au stade du transport, ce sont des bateaux européens qui viennent transporter la banane, qui est débarquée par des dockers européens, qui est mûrie dans les mûrisseries européennes, qui ensuite est distribuée par des grossistes et des détaillants européens. Donc la banane crée des emplois des deux côtés de la Méditerranée. Voilà qui milite en faveur du maintien du secteur de la banane dessert parce que porteur d'espérance. Il faut plus d'entrepreneurs, d'entreprises internationales et nationales qui viennent s'installer, qui doivent vraiment s'occuper aussi des gens qui travaillent dans le système. La filière banane, c'est 12 000 emplois directs, 4 000 emplois indirects et elle fait vivre 60 000 personnes. En marge du 5e sommet des chefs d'État de l'Afrique, de l'Union africaine et de l'Union européenne, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, accompagnée d'autres premières dames d'Afrique et d'Europe, a visité hier jeudi l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. L'établissement sanitaire sera bientôt livré. Les précisions de Viviane Haïma dans nos prochains journaux. Et puis, pour refermer ce journal, l'actualité internationale. Au Bénin, 28 chefs d'unités de la police et de la gendarmerie ont été limogés pour détournement de fonds de la sécurité et pour faux et usage de faux. C'est une mission de contrôle menée en octobre dernier dans une cinquantaine d'unités qui a révélé les anomalies et les malversations. En Argentine, la marine a annoncé officiellement hier qu'elle n'avait plus d'espoir de retrouver en vie les membres de l'équipage du sous-marin San Juan porté disparu au large des côtes de Patagonie depuis le 15 novembre. S'il n'y a plus d'espoir pour les familles, les autorités entendent quand même retrouver le San Juan ou ce qu'il en reste. Des avions et des navires de 18 pays participent aux opérations qui mobilisent plus de 5000 personnes. Les États-Unis et la Russie mettent en œuvre de puissants moyens, dont des mini-sous-marins télécommandés capables d'explorer les bas-fonds. Bonne journée sur RTI. Merci. Merci à vous aussi. Merci. Excellente journée à vous. Et votre week-end? On vous retrouve à 13h? Oui, total. Sur RTI 1. Très bien. Merci. Bon courage. Alors, dimanche, vous l'ignorez peut-être, dimanche 3 décembre, ce sera la journée internationale des personnes handicapées. Ici, en Côte d'Ivoire, les infrastructures ne sont pas toujours adéquates pour ces personnes à mobilité réduite. Ça, c'est vrai. Crée pas mal de problèmes. On va, dans quelques instants, recevoir le docteur Koulibaly, président de l'ONG Vivre Debout. Mais avant, on vous emmène à la rencontre de M. Pierre Abouani,
qui est attaché administratif au Collège moderne du Plateau, et de son domicile à Gonzagueville où il réside jusqu'à son lieu de travail au Plateau. Que de difficultés pour ce fonctionnaire d'État de Côte d'Ivoire. Dans les transports en commun comme à son lieu de travail, aucune disposition n'est prise pour lui faciliter ses déplacements. Notre équipe de reportage l'a suivi pendant une journée. Difficile pour Taki Abouani d'accéder à son bureau. C'est ainsi qu'il peine chaque jour à rejoindre son poste. L'accès à son bureau ne disposant pas de rampe, ce handicapé moteur doit toujours recourir à une personne pour y accéder. C'est difficile, c'est comme ça que vous faites tous les jours. Oui. Et quand il n'y a personne, comment... C'est là le problème. Quand il n'y a personne, je suis obligé de rester et d'attendre à ce que quelqu'un vienne de façon imprévisible. Mais Dieu, chaque jour, Dieu met quelqu'un sur ma route. Même si le hasard met chaque jour une personne sur son chemin, il reconnaît tout de même que ce n'est pas toujours aisé. Il est arrivé des moments que c'est très difficile parce que j'arrive ici, soit sous la pluie, sous le soleil. Je fais comment? Malgré son handicap, Taki Abouani est sur le même pied d'égalité que tous ses collègues. J'ai su de voir la permanence. Les vacances, les congés, nous avons une permanence. Je ne dis pas à mes collègues que vraiment moi, je ne pourrais pas faire la permanence. Je me suis dit que l'État de Côte d'Ivoire a donné ce travail, donc il faut faire ce travail. Il y a aujourd'hui 12 ans que cet attaché administratif est en service au Collège moderne du Plateau. 12 années également qu'il vit ce calvaire et à ce jour, aucune solution n'a encore été trouvée malgré le nombre de proviseurs qu'il a vu défiler à la tête de cet établissement. Aujourd'hui, c'est moi. Après ça, il peut y avoir certaines personnes, même des chefs d'établissement, qui peuvent être en situation de handicap comme moi. Mais si on les affecte dans l'établissement, ce chef fait comment? Tous ses collaborateurs le reconnaissent. Taki Abouani est un travailleur exemplaire. Il est ponctuel, il vient tôt, il va tard. Pour preuve, autrement, il est là. Dans nos établissements, dans tous les établissements de Côte d'Ivoire d'ailleurs, et dans beaucoup d'administrations, il n'était pas prévu des espaces ou bien des conditions d'accès pour les handicapés. Donc, naturellement, cela lui pose quelques difficultés. Il l'a exprimé à plusieurs occasions, mais nous, on ne fait qu'avec nos moyens. Le calvaire de Taki Abouani ne se limite pas qu'à son lieu de travail. À l'heure du déjeuner, il doit aussi faire face aux mêmes difficultés. Mais dans ce restaurant où il a l'habitude de se rendre, la tenancière a pris en compte ses préoccupations et a équipé les différentes entrées du restaurant de rampe. Le jour où il est arrivé ici accompagné, j'ai vu comment il a pu rentrer ici. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même leur donner une place quand ils viennent. Même si cette difficulté a été résolue, le plus dur pour celui que ses collègues appellent affectueusement docteur, c'est comment se rendre à son lieu de travail et comment y repartir. N'ayant pas les moyens de s'acheter un véhicule ou même d'emprunter un taxi tous les matins de Gonzagueville où il habite pour se rendre au plateau, son seul moyen de transport reste l'autobus. Pour cette soirée, nous décidons donc de l'accompagner à l'arrêt de bus situé à quelques 300 mètres du Collège moderne du Plateau, en compagnie de celui qui l'aide tous les jours à se rendre à l'arrêt de bus. Il confesse qu'il est toujours peiné de regarder Abouani rejoindre sa famille. Ça me fait beaucoup de peine de pouvoir le mettre dans le bus. Je me pose des questions. Est-ce qu'arrivé à Trècheville, il va avoir quelqu'un comme moi pour pouvoir l'aider, le soulever parce que le bus qu'il emprunte maintenant, c'est tout un souci. Souvent, moi-même, pour monter avec lui, je suis obligé de trébucher. Et avec son handicap, c'est difficile. Après 30 minutes passées à l'arrêt de bus, en voici un qui s'annonce. Il n'aura pas la chance, le bus est presque plein. Vous voyez comment les gens sont endettés, ça fait partie de la souffrance, de cette souffrance-là. Là, on ne va pas monter. Il devra attendre jusqu'à 19h, après plus de 2 heures d'attente, à regarder au moins 3 autobus passer pour en trouver un. Aujourd'hui même, je vais dire que c'est un peu relax. Parce qu'à ces heures de pointe-là, le bus est tout embourré. Donc c'est un peu ça. Pour ce soir, Taki a pu rentrer, mais demain, il devra encore vivre la même scène. Son vœu aujourd'hui
est de voir tous les établissements publics et autres endroits privés équipés des rampes afin de faciliter leur accès aux personnes en situation de handicap. Excellent reportage de nos gars, hein, entre guillemets, sur le terrain. Vraiment magnifique. Herman Niamien, Guillaume Zéré, magnifique, magnifique. Vraiment, ce reportage en immersion, ça fait plaisir. Et c'est ça, l'identité, le leitmotiv de Matin Bonheur, aller au cœur de ce qui se passe. Docteur Koulibaly, c'est révoltant de voir ça. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les handicapés sont considérés? Je sais qu'il y a une loi qui fait que par rapport à l'emploi, il y a quand même un peu d'espoir, mais dans les choses de la vie, concrètement, comme on dit communément, c'est chaud. Oui, c'est difficile. Je vous dire que c'est difficile. Il faut dire que, comme vous venez de dire, dans le cas, ce que nous voyons, c'est le plus souvent de l'emploi et certains secteurs. Le grand problème, c'est un peu le manque de système de coordination des actions à mener en faveur des personnes handicapées. Vous venez de voir un cas espèce qui est l'accessibilité des bâtiments. Il y a bien d'autres aspects dans l'éducation, la santé et tout ça. Il faut qu'il y ait une plateforme de concertation pour voir comment ces choses peuvent être faites. Et vous avez vu la tenancière de Macky qui, sans grands moyens, a pu offrir cet aspect agréable à ces personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent se restaurer sans difficulté. Souvent, on pense que les actions à mener en faveur des personnes handicapées sont des actions qui nécessitent de gros moyens. Ce n'est pas le cas. C'est une maison de réflexion et voir comment faire et surtout associer les intéressés pour qu'elles puissent donner les idées nécessaires, ce qu'il faut pour que nous puissions évoluer vers une société inclusive. Et c'est à cela que nous devons vraiment évoluer pour que ces genres de situations ne se répètent pas. Vous avez vu le cas du transport. On aurait par exemple, si la société de transport donnait les consignes à ces machinistes de faire en sorte qu'il y ait un aspect particulier, ce machiniste pourra œuvrer et faire en sorte qu'on puisse, lorsqu'elle constate une personne en situation de handicap sur le quai, qu'elle puisse prendre les mesures pour que cette personne-là puisse accéder dans le bus convenablement. Mais il y a une différence totale des uns et des autres. Chacun se débat comme il peut pour que les choses avancent. Alors, sous d'autres cieux, hein, les personnes handicapées ou à mobilité réduite sont même prioritaires dans les bus, dans les trains, dans certains moyens de déplacement. Ce n'est pas le cas ici. Aujourd'hui, on a vu l'exemple de M. Abouani qui, Dieu merci, a un emploi. Mais pour venir un peu plus en amont, je dirais, au niveau de la formation en elle-même, on va prendre le cas de l'université, des universités publiques d'Abidjan, qui n'ont rien de particulier pour accueillir des étudiants en situation de handicap. Donc, par exemple, des chambres adaptées à leur situation de vie, des moyens de déplacement pour se rendre dans les amphithéâtres. J'imagine même la pénibilité qu'il faut pour avoir accès déjà à la formation. Tout à fait. Effectivement, au niveau de l'université, il y a des difficultés, mais il faut dire qu'il y a eu des ébauches d'actions lorsque nous étions étudiants sur le campus à l'époque, qui a permis, par exemple, avec un financement de bien-être, d'adapter certains bâtiments pour l'usage des personnes en situation de handicap. Lors de la reconstruction de l'université, personnellement, nous avons essayé de contacter les entreprises qui étaient à l'œuvre pour essayer de voir ce qui se faisait. Il faut dire qu'il y a une méconnaissance même des besoins réels des personnes en situation de handicap. Absolument. Qui fait que les gens posent des actions pensant rendre service aux personnes en situation de handicap, mais c'est des actions qui sont limitées. Je prends le cas, vous avez à l'université le plus gros amphithéâtre que j'ai vu, je crois qu'il a été offert par le district à l'université. Lorsque j'ai vu cet édifice impressionnant, nous sommes allés voir pendant qu'il était en construction. Nous avons essayé d'interpeller ceux qui faisaient la construction. Bon, et nous avons constaté qu'il y avait un problème d'accessibilité. Et lorsque nous avons échangé, il m'a dit non, on a tenu compte de l'accessibilité. J'ai dit mais comment? Bon, il y a les entrées au niveau latéral qui permettent à quelqu'un en fauteuil roulant d'accéder au bâtiment. Il dit certes, mais c'est un édifice. Demain, c'est un professeur qui est handicapé. Comment il accède à l'estrade? Et là, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas réfléchi à ça. C'est souvent cette insuffisance que les gens ont lorsqu'ils traitent la problématique du handicap. Quand nous prenons des établissements bancaires aujourd'hui en Côte d'Ivoire, beaucoup utilisent des rampes d'accès. Il y a eu un scandale récemment là-dessus. Oui, il y a eu même un procès. Un procès qui on félicite la justice ivoirienne qui a pris vraiment ses responsabilités au cours de ce procès. La plaignante, on rappelle, a eu gain de cause. Voilà, a eu gain de cause.
Quand vous voyez ces établissements, on construit les rampes. L'accessibilité est globale. C'est l'accès à tout ce qui est commodité lorsqu'un usager accède à un endroit. On vous construit les rampes. Lorsque quelqu'un en fauteuil roulant arrive dans la banque, il n'a pas un guichet à sa hauteur. Les touches sont à ce niveau. Pour faire son retrait, il a des difficultés. Lorsqu'il doit aller dans les toilettes, il n'y a pas de toilettes adaptées. Lorsqu'il doit accéder au comptoir, il n'y a pas d'aménagement au niveau des comptoirs pour lui permettre d'avoir accès. Tout est concentré souvent sur un aspect que les uns et les autres identifient et essaient de mettre ça en exergue comme étant le besoin des personnes en situation d'handicap. Or, ce besoin est global et il doit être fait en tenant compte d'un aspect beaucoup plus large et en associant les structures de personnes en situation de handicap. Justement, à la vérité, c'est un problème de concertation. Lorsqu'il y a des bâtiments en construction, lorsqu'il y a des décisions à prendre, il faut adjoindre vraiment les associations représentatives des handicapés. Mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment au niveau de l'accessibilité à l'emploi. Aujourd'hui, il y a un certain pourcentage qui est dévolu d'office aux personnes handicapés. Vous n'allez pas me contredire, c'est la réalité. Oui, ça c'est la réalité. Est-ce que c'est... Oui, au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, il y a un recrutement dérogatoire qui est fait aux personnes en situation de handicap. Nous sommes à près de 1000 personnes recrutées jusque-là. Mais comme l'emploi, il y a le secteur privé et public, c'est de faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent bénéficier de l'emploi dans tous les secteurs sans discrimination. La difficulté qu'il y a souvent au niveau du secteur privé, c'est souvent des préjugés. Nous étions à une rencontre lorsque certains employeurs estimaient que utiliser une personne handicapée est coûteuse, compte tenu des aménagements. Ce que vous avez vu, la rampe que la dame a construite, j'estime que c'est des choses qui sont coûteuses, sans vraiment évaluer réellement la problématique. Nous avons au niveau du ministère du Commerce de Côte d'Ivoire une personne non-voyante qui représente notre pays à tout ce qui est conférence internationale sur les lois du commerce. Voilà quelqu'un qui est non-voyant, qui travaille au ministère et il n'a pas d'ordinateur adapté. Adapter un ordinateur, bon, quand les gens entendent adapter un ordinateur, on pense que c'est quelque chose qui va coûter des yeux de la tête. Non, c'est un ordinateur ordinaire auquel on ajoute une synthèse vocale qui coûte à peu près de 50-60 000 francs CFA, tout au plus, pour permettre à une personne non-voyante d'avoir accès à cet ordinateur. Il y a un programme d'accès des populations à la numérique. Il est bon que ce programme, par exemple, pense à créer une ligne pour les personnes en situation de handicap pour que ces personnes-là puissent être outillées et être productives pour le pays. L'objectif, c'est de faire en sorte que ces personnes puissent se prendre en charge et prendre en charge leur famille et tous ceux qui gravitent autour. Et ne pas se trouver dans des situations de dépendance où elles vont demander de l'aide tout le temps. La dignité, c'est très important pour la vous. dignité, c'est très important de permettre à la personne en situation de handicap de pouvoir avoir accès au travail et se valoriser. C'est vraiment le but essentiel de l'insertion et l'inclusion des personnes handicapées. Et cela ne peut se faire sans se axer sur l'autonomie. Vous avez vu comment M. Abouani est dépendant de tous ses collègues et tout le monde autour de lui. Ce n'est pas normal. Ça ne le rend pas productif, ça ne le rend pas performant dans le cadre du travail qu'il fait. Pour monter dans le bus, il a besoin de quelqu'un. Pour accéder à son bureau, il a besoin de quelqu'un. Pour sortir de son bureau, il a besoin de quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'il a comme autonomie en tant qu'être humain? Pratiquement rien. Il ne peut pas aller où il veut. Et souvent, quand les conforts sont créés, il y a aussi le non-respect. Récemment, nous sommes allés dans un supermarché de la place où il y avait des toilettes réservées pour personnes handicapées. À ma grande surprise, lorsque je voulais accéder, ça a été transformé en dépotoir de machines d'entretien de surface. Et le responsable du supermarché a dit oui, c'est ainsi, c'est comme ça. Bon, comme les gens n'utilisent pas, nous on avait besoin d'endroits, nous avons... Voilà. Ce qui fait qu'il peut arriver qu'il y a des lois, il y a des règles qui existent, mais il y a le non-respect de tous ces éléments. Voilà pourquoi nous parlons d'une plateforme de concertation, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, la sensibilisation d'abord, et s'il le faut, la sanction. Il n'y a que ça qui régit une société.
Merci beaucoup, docteur Koulibaly. Je rappelle que dimanche 3 décembre, le monde entier célèbre bien sûr la journée internationale des personnes handicapées par rapport à leurs droits et surtout leur dignité. Et on espère que beaucoup sera fait afin que vous puissiez vraiment vous épanouir dans un cadre vraiment qui pense à vous dans les détails les moindres. Merci d'être en notre compagnie. On se retrouve juste après pour la dernière ligne droite de cette émission. Nous allons parler politique, nous allons parler élections. Est-ce que les Ivoiriens ont un bon rapport avec les élections? Voilà, ce sera tout un programme avec notre sociologue et un responsable d'ONG. Mais avant, vous savez, Matin Bonheur a du succès. La pub est là. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Notre mariage traditionnel. Retour sur le plateau, 7 heures passées de 1 minute. On est ensemble pour environ une demi-heure c'est une demi-heure. Marco, arrêtez de me regarder comme ça. Non, j'ai rien dit. Voilà, qui va nous permettre de parler de culture électorale. On l'a dit, les Ivoiriens et leur rapport donc aux élections. Est-ce que les Ivoiriens sont en général des gens qui vont voter? Est-ce que vous avez voté aux dernières élections? Vous avez voté? Joker. Voilà, alors, nos invités du jour sont M. Clément Seyi, président de l'ONG Désir de paix et d'avenir en Côte d'Ivoire. Et puis, bien sûr, on ne le présente plus. Mais bon, notre docteur sociologue Lynn Nielbien est installé. Jingle, c'est parti. Le début des années 90 a été marqué en Afrique par une vague de démocratisation entraînant la naissance du multipartisme et des élections concurrentielles dans la plupart des pays du continent. Il s'agissait pour beaucoup d'une découverte après une longue parenthèse de partis uniques. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste de ce processus démocratique. Mais 2 décennies après cette euphorie électorale, voter, ce devoir civique reste mitigé. En 2010, j'ai voté. Et cette année, en 2020, je pense que moi, je ne vais pas voter. Personnellement, je ne vais pas voter. Parce que les présidents, quand ils viennent au pouvoir, ils nous font croire qu'ils sont là pour la jeunesse. Ah, pourtant, c'est la jeunesse qui vote. La plupart, c'est la jeunesse. Mais quand ils viennent au pouvoir, ils disent que la jeunesse vont pousser la jeunesse à trouver du travail. Mais au finish, zéro. Et moi, personnellement, j'ai décidé de ne pas voter en 2020. Par rapport aux élections, je votais. Mais j'ai décidé de ne plus voter parce qu'on ne voit rien. Ça décourage la population. Tu vas aller voter et puis c'est les mêmes choses. Donc, du coup, les gens se retirent, les gens sont réticents sur le vote, sur les élections dans nos pays. D'habitude, on vote, mais il n'y a rien gagné dedans. Je vote plus. Parce que bon, depuis que je vote là-bas, je ne gagne rien dans le pays là. Mes enfants sont là, il n'y a pas un qui travaille. Je vote pourquoi? On vote, on dit à voter que les choses avancent, que le pays va changer, les enfants vont travailler, vous l'avez fait commerce, on va vous aider les pauvres, mais nous les autres on ne gagne pas aussi, donc moi je ne peux plus voter. Voter pour protester ou voter pour se soumettre, le droit de vote reste malgré tout une des principales revendications des luttes nationales. Moi je vote parce que il faut voter pour respecter la loi de son pays et puis pour qu'il y ait une stabilité dans le pays. Parce que sans le vote, on n'est pas stable. La loi est là, il faut la respecter. C'est très important. Donc tout citoyen doit voter. Ce n'est pas la peine de dire que je suis de tel parti, de tel parti. Il faut voter pour tout le monde, pour le peuple. Pour que la paix revienne dans le pays, c'est tout. Moi, c'est très important. Tout le monde doit sortir pour aller voter. C'est important. Ça, c'est un devoir, comme ils le disent, un devoir pour tout citoyen de voter. Et puis, permettre aussi au peuple de choisir, de faire son choix, choisir son président. S'il ne vote pas, est-ce que mon candidat serait élu? Voilà. Je suis obligé de voter pour qu'il soit élu. Ce que j'attends d'eux, c'est la franchise. Et puis, qu'ils mettent le pays
sur les rails et qu'en tout cas, il fasse que la paix revienne au pays réellement et que les citoyens vivent, ils profitent, en tout cas, soient fiers d'être dans ce pays. Je pense que c'est parce que les leaders, disons les candidats, entre eux, il n'y a pas de... Quand ils battent la campagne, ils promettent des choses et après, élus, rien. Peut-être que c'est ce qui a fait que le nombre de votants régresse d'année en année. Achèteriez-vous une maison que vous n'aimez pas? Sûrement pas. C'est un peu cette image de la culture électorale en Côte d'Ivoire. Alors, le vote par défaut ou votre contre prend de plus en plus la place du vote pour un véritable projet qui sera mis en œuvre. Les Ivoiriens et la culture électorale, donc c'est la thématique de ce dernier rendez-vous de la semaine concernant Matin Bonheur. Nous avons sur le plateau, il va l'annoncer, M. Clément Seyi, à ma droite, donc à votre gauche, qui est responsable d'ONG. Le nom, c'est Désir d'avenir, tout un programme. Et puis à ma gauche, donc à votre droite, notre sociologue, docteur Maison, docteur Nil Nielbien. C'est justement avec lui que nous allons commencer. Alors, docteur, ce rapport au gain, là, je gagne quoi? Quand je vote, je gagne quoi? Ça revient de façon récurrente. Est-ce qu'on vote pour gagner? On vote pour quoi au juste? C'est une question très fondée parce qu'elle est basée sur un paradoxe. On demande aux uns et aux autres d'aller s'exprimer et ils parlent de vote utilitariste ou utilitaire. C'est-à-dire, on va aller troquer, on va aller faire une transaction gagnant-gagnant ou bien on récolte quelque chose de son vote. Le problème est nettement plus complexe que cela. En général, la politique, ce sont des projets de société. Quel projet je veux voir élire pour véritablement, parce que cela convient à ma vision du monde, à mon approche de la société. Aujourd'hui, quand les gens disent on vote, on n'a rien. Évidemment, quand on est dans son pays, tout le monde aspire à ce que son enfant travaille. Et tous les candidats viennent avec des projets de société. Il m'appartient à moi de lire, de comprendre, mais aussi de contribuer par mon vote, par l'expression de mon vote, du projet de vie auquel je crois. Aller voter, c'est croire à un projet de société. Voter, le vote ne règle rien. Dans le monde entier, c'est ainsi fait. Et il ne faut pas aussi confondre promesse électorale et réalité de vie. Quand on finit de voter aujourd'hui, hier ressemble à aujourd'hui, aujourd'hui ressemblera à demain. Mais en tant que citoyen, j'ai exprimé, mais quelle pression je mets sur mon leader élu ou pas pour essayer de voir mise en réalité ou en mouvement ou quel progrès, comment est-ce que je me comporte après, parce que ça ne s'arrête pas au vote. Nous, quand on vote, on disparaît. Tous les Africains, on vient, on pense que le vote a tout réglé. J'ai voté pour M. Govoy, c'est réglé, je vais me coucher, il va régler tous mes problèmes. Ça n'a pas de sens, ça n'existe nulle part. C'est un vrai paradoxe du manque de civisme ou du manque de sensibilisation ou de confusion. Le vote n'est pas utilitariste ou utilitaire, au sens où il rapporte quelque chose à celui qui vote. Alors, est-ce que justement cette confusion n'est pas entretenue par les promesses électorales que vous avez citées précédemment? Parce que quand des candidats vont en campagne, ils promettent tout. Ils promettent la lune, ils promettent de réhabiliter tous les centres sociaux, les hôpitaux. Ils promettent tout, pratiquement. Donc les populations, à un moment, y croient. Mais madame, surtout quand elles ne sont pas très instruites. Ce que je peux répondre, ce n'est pas une affaire d'instruction. C'est-à-dire que si quelqu'un attend d'être ministre, député, président avant de régler les problèmes de ses propres parents, il y a un problème. On dit que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. On a toujours été là, on a toujours su comment ça se passait. D'aucuns même diraient que la politique est de la fourberie. Depuis que le monde est monde, ça s'appelle promesse, ça ne s'appelle pas réalité. Si c'est réel, il réalise. Mais tant qu'il promet, il faut qu'on on se doute, on se pose des questions. Et une fois, quand on est au meeting, c'est en ce moment qu'on vérifie tout cela. Quelqu'un me parle de la construction d'un hôpital, de créer 100 000 emplois, 10 000 emplois pour la jeunesse. C'est à partir de ce moment que je lui pose des questions précises et concrètes pour me rendre compte de la faisabilité du projet qu'il me vend. Sinon, après, c'est trop tard. J'y ai cru, mais je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Parce qu'on a tous notre bon sens. Quand il vient, il nous parle. On pointe du doigt les mêmes anomalies. C'est-à-dire le raisonnement que j'ai eu pour dire qu'il y a 60% de chômage en Côte d'Ivoire. Comment en 5 ans, par un coup de baguette magique, quelqu'un pourrait venir résorber le chômage? C'est impossible. Parce que si on va sur des bases saines,
De 1960 à aujourd'hui, le plus gros employeur de la Côte d'Ivoire, c'est l'État. C'est 175 000 emplois. Et si on va mathématiquement, on fait à peu près 25 000 la population, 60% de jeunes autour de 25 ans, à un moment donné, on va se rendre compte que mathématiquement, ce n'est pas possible. Même les États-Unis, les plus grands pays, font autour de 100 à 125 000 emplois. Et c'est le seul pays. La France, c'est des 10 000, 11 000 emplois. Donc, quand quelqu'un vient vous promettre 1 million d'emplois en 5 ans, on doit savoir automatiquement que c'est une chimère ou une promesse électorale. Monsieur Clément Seyi, dans ce que le docteur vient de dire, on sent que les Ivoiriens, quelque part aussi, accompagnent ça parce qu'ils ne sont pas nombreux à voter. Quand on préparait l'émission, on avait donné des statistiques qui étaient étonnantes. Quand même, les Ivoiriens ne se déplacent pas, hein, contrairement à ce qu'on pense, à part peut-être en 2010, où on a battu le record. Mais vous allez nous expliquer ça en un. Merci, M. Gouvoy. Bon, juste un petit rectificatif. C'est désir de paix et d'avenir. Ok. Voilà. Désir de paix et d'avenir. Voilà. Alors, effectivement, j'ai regardé le reportage tout à l'heure. Presque tous ceux qui ont été interrogés, et tous ont voté. Et tous ont voté. Mais, alors, je vais essayer de dépeindre ce tableau. Depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, en 1990, les Ivoiriens étaient 3 millions à voter sur 12 millions d'Ivoiriens. C'est-à-dire qu'il y a eu 9 millions qui n'avaient pas voté. En 1995, contre Bédier, contre M. Vaudier, alors les Ivoiriens étaient 2 millions, environ d'ailleurs 2 millions à voter sur 14 millions d'Ivoiriens. En 2000, M. Laurent Gbagbo contre M. Guy Robert, les Ivoiriens étaient toujours environ 2 millions à voter. Vous voyez? Une population de 16 millions. 16 millions. Donc on voit que le ratio s'amenuise. Et en 2010, bon, tout le monde sait que c'est des élections qui avaient des enjeux particuliers. Donc il y a eu 4 800 000 Ivoiriens. C'est le record, ça. C'est le record. En 2000, il y avait... 2010, en 2010, 20 millions, environ 20 millions d'Ivoiriens. Mais aujourd'hui, nous sommes à 25 millions. Il y a encore 3 millions d'Ivoiriens qui ont voté. Alors, quand vous voyez de 90 jusqu'à aujourd'hui, en 90, on était à 3 millions à voter. Aujourd'hui, nous sommes à 3 millions à voter. Bon. Alors que la population a carrément doublé. Voilà, ben, je me pose plein de questions. Est-ce qu'il n'y a pas... Tous ceux qui avaient les 17 ans, là, l'âge n'évolue pas? Ou bien il n'y a pas de naissance dans ce pays? Franchement, c'est des questions qu'il faut se poser. Mais nous avons mené un peu cette petite étude et nous avons découvert que les Ivoiriens se fient aux préjugés, se fient à ce que leur leader politique leur fait croire. Vous voyez, en 1995, on a assisté à l'avènement du boycott. Et c'est devenu une institution dans ce pays. Quand tu n'es pas content, tu boycottes. Alors, vous savez, le vote, c'est le droit le plus absolu d'un citoyen. Tout le monde n'est pas politicien, c'est-à-dire cette politique qui a trait au pouvoir d'État, tout le monde ne la fait pas. Mais il y a un seul jour où le citoyen peut parler de politique. Ce jour-là, c'est le jour de vote. Alors, quand il y a des politiciens, il y a des politiciens qui encouragent les militants à boycotter les élections. Ça, ce n'est pas normal. Ça fait la première plaie. La seconde plaie, c'est qu'aujourd'hui, on nous fait croire que c'est la France qui nous envoie un président. Donc, puisque la France envoie un président, il va l'imposer, ce n'est pas la peine de sortir, on se fatigue pour rien. On reste chez nous. Bon, troisième point, on nous dit les dés sont pipés, ils vont tricher, ce n'est pas la peine, on ne sort pas. Bon, de vous à moi, quand tu ne sors pas pour aller voter, à la fin, tu ne peux pas parler de fraude, puisque tu n'es pas sorti. On a l'impression que on fait beaucoup de politique au salon, mais quand il faut agir, on est un peu... Mais effectivement, je vais prendre peut-être un exemple. En 2000, par exemple, M. Laurent Gbagbo, il a été élu avec 1 65 000 voix. Alors, prenez la population d'Abidjan, elle dépasse de très loin 1 million. Vous voyez? Même quand il appelle les meetings, que ce soit au Stade Fouette, à la place de la République, c'est rempli. Mais au moment d'aller parler pour lui, il n'y a personne. 1 65 000. Docteur, comment vous réagissez à ça, avec des chiffres? Ce que vous dites est exact, ça s'appelle un comportement citoyen et responsable. À savoir qu'on peut faire de la politique dans les salons, dans les maquis, où on veut, mais le jour où vous avez le grand rendez-vous avec l'histoire, c'est de prendre votre bulletin, vous rendre et puis exprimer ce que vous ressentez, ce en quoi vous croyez. Les Ivoiriens sont des spécialistes en tout, on est tous politiciens. D'un point de vue politique, on est à peu près 25 millions à savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire.
Mais le jour du vote, où se déplacer dans les meetings pour aller poser des questions, s'éclairer, lire la constitution ivoirienne, ce qu'elle prévoit pour nous, ce qu'elle ne prévoit pas pour nous, on se rend compte qu'il y a très peu de monde au balcon. On se laisse manipuler. Parfois même, on préfère acheter qu'on achète nos voix. On nous transporte jusqu'au lieu de vote. Vous voyez que ce n'est pas un comportement. Des t-shirts, des boîtes de sardines, etc. C'est peut-être la paupérisation de la société qui explique cela, parce que j'imagine que quelqu'un qui a un train de vie convenable ne se laisserait pas acheter pour des boîtes de sardines et des babioles. Malheureusement, madame, c'est très partagé. Parce que vous verrez que celui qui doit distribuer les t-shirts a fait des gérétiens et pourtant il n'est pas nécessiteux. Donc le moment du vote, c'est pratiquement le money time pour tout le monde. Si pour moi n'est pas sorti, ça ne sortira pas. Et vous verrez que, comme je l'ai toujours dit, hein, le poisson pourrit par sa tête. Quand vous voyez le système, le schéma électoral, vous verrez que c'est un système d'entonnoir. Le gros lot rentre au-dessus et c'est le t-shirt qui sort en dessous. Et moi, j'ai expliqué aux gens quand j'étais candidat pour les élections dernières aux députations en 2016, je leur ai expliqué que ton vote, si tu achètes 1000 francs, divise 1000 francs par 5 ans. Tu t'en vas voter pour quelqu'un pendant 5 ans. 1000 francs divisé par 5 ans, ça fait 200. 200 divisé par 12, vous voyez ce que ça donne par mois et par jour par rapport à ton enfant qui risque de ne pas être aidé. Vous voyez que, quel que soit notre état de pauvreté, symboliquement, on va sacrifier ces 1000 francs-là et essayer de faire un vote intelligent et responsable. Alors, jusque là, on parle des élections présidentielles. On va parler des élections municipales, pour les députés, par exemple, et toutes ces élections-là, qui n'ont pas un enjeu aussi important, on dira, qu'une présidentielle. Quel est le comportement des Ivoiriens vis-à-vis? Est-ce qu'ils votent encore moins pour ces élections qui sont dites secondaires? Oui, ces votes-là, ils ne se déplacent quasiment pas. Il faut les transporter, il faut les payer, il faut les aider à faire eux-mêmes leurs propres papiers, leurs cartes d'électeurs, leur enrôlement. Alors que c'est en Afrique, il y a un proverbe tagbana qui dit « on ne paye pas quelqu'un pour l'aider ». En matière de vote, en général, quand le candidat vient devant vous, il vient avec un projet de société censé vous aider. Donc dans les débats, dans les meetings, vous lui dites s'il a bien compris vos préoccupations ou pas. C'est vous qui le mettez en mission et non le contraire. Vous ne venez pas pour dire « il va faire, il va faire, il va faire ». Donc on est dans une position attentiste. On le mandate, on lui dit « si nous t'élisons, voilà la feuille de route que nous t'imposons. Sinon, dans 5 ans, on a encore un rendez-vous et on saura avoir la mémoire. » J'ai l'impression que quand moi je vous écoute, que nous sommes dans un pays, vraiment, dans un continent vraiment développé. Nous sommes en Afrique, il y a des réalités. Il y a des réalités parfois qui dépassent l'entendement. Voilà, donc est-ce que nous sommes prêts à avoir toutes ces aptitudes-là pour appréhender l'élection comme quelque chose de vraiment déterminant? C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Il y a des gens qui ont... Vous allez parler d'élection à des gens qui n'ont même pas vu d'eau potable depuis au moins 10 jours. Est-ce que ça ne biaise pas un peu les choses? Et puis, pardon, pour compléter ce que Marco dit, est-ce que les Ivoiriens même saisissent l'enjeu d'une élection, par exemple? Est-ce qu'ils font la différence entre les attributions d'un maire et celles d'un député? Est-ce qu'on sait pourquoi on vote le maire? Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Pourquoi est-ce qu'on vote pour un député? Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Voilà. Alors, effectivement, c'est ça, c'est cela, la mission de la DPA Côte d'Ivoire. Parce que nous essayons d'inculquer cette notion-là aux Ivoiriens. Effectivement, ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas parce que... personne ne peut connaître son droit et devoir, et puis quand on lui dit de ne pas le faire, et puis il ne va pas le faire. Donc ils ne connaissent pas effectivement. Et ça, c'est notre mission de parcourir toute la Côte d'Ivoire pour passer ce message-là, pour enseigner aux Ivoiriens ce que c'est qu'un vote. Même quand tu vas voter, tu mets un bulletin blanc, c'est un message que tu fais passer. Si tu votes, il y a ce qu'on appelle le vote contre, le vote pour, il y a tout ça, il y a vote sanction. Ces genres de choses, les Ivoiriens ne savent pas. Il faut leur enseigner ça. Il faut les enseigner ça, effectivement. Docteur, est-ce que les Ivoiriens ont la culture électorale? Si oui, si non, par exemple, est-ce qu'ils ont l'environnement qui doit conférer une culture électorale? Non, ils n'ont pas la culture électorale et l'environnement n'est pas non plus favorable. Comme le disait Eva, quand un député vient, quel est son rôle? C'est à lui de l'expliquer. Mais on dit nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est-à-dire que tout citoyen responsable doit aller prendre sa constitution et la lire pour savoir quel est le mandat d'un député, quel est le mandat d'un maire, quel est le mandat d'un président de la République. De telle sorte que quand un candidat se trouve face à lui, qui lui promet monts et merveilles, ponts et écoles et autres, qu'il soit capable de lui dire « moi, ce que je sais du député, c'est quelqu'un qui touche un salaire à la fin du mois. C'est un salarié. Ce n'est pas comme un maire qui a un budget et qui a la responsabilité du développement local. » De telle sorte que il lui-même soit déjà enseigné.
Mais comme vous l'avez dit depuis le départ, le citoyen, le politicien aussi en profite. Parce qu'il y a la politique et puis il y a le politique. Le politique, c'est le système de pouvoir, comment arriver à gouverner les hommes de la manière la plus harmonieuse qui soit et que chacun trouve sa place et que chacun puisse s'épanouir pleinement. Et puis, il y a la politique politicienne, ce qu'on appelle la politique, c'est de manière cynique, de manière machiavélique, comment exploiter, aliéner, manipuler les uns et les autres pour se retrouver au pouvoir et continuer de les diviser pour ne jamais perdre sa place. Donc ce sera toujours aux citoyens et l'environnement n'est pas propice parce que c'est à nous tous de lire, de nous informer, de débattre, de nous imprégner, d'interpréter la Constitution de telle sorte qu'on puisse apporter la réplique à ceux qui viennent vers nous. Tout à l'heure, Eva disait, je n'ai pas d'eau potable depuis 10 jours. C'est vrai. Mais depuis que je suis né, comment est-ce que je bois? Avec quelle eau que je me lave? Et quelqu'un de passage, un aventurier, vient me faire croire qu'il va changer ma vie et moi j'y crois. Alors que depuis que je suis né, je me lave avec cette même eau-là. Donc c'est à moi en ce moment de tester son niveau de connaissance de ma réalité, de ma vie. Et comme on le dit, il appartient à chacun d'abord de tenter de changer sa vie. Et on ne pourra le faire que si on donne un mandat clair et net, collé à nos réalités pour mettre la pression sur celui qui vient vers nous. Vous l'avez dit, hein, les élus sont au service du peuple. Oui. Alors, pendant les élections, pendant les campagnes, pardon, on veut bien, les maires sont très proches des populations, les députés aussi, etc., etc. Une fois qu'ils sont élus, ils deviennent les maîtres des populations qui n'ont même pas accès à eux, qui n'ont pas accès au conseil. Les comportements changent. Voilà, les comportements changent. Oui. Donc il y a un comportement avant et après élection sous nos tropiques. Mais CCI veut intervenir. Qui peut expliquer qu'on ne veuille pas voter parce que c'est des cas qui sont légion. Non, mais exprimer le bol. Oui, effectivement. Vous imaginez un maire qui n'habite jamais sa commune. Ce qui est courant. Vous voyez? Et ça, c'est courant. Bon, effectivement, ça ne peut pas encourager la population à aller voter, puisque le monsieur, ce maire, il ne connaît même pas les réalités de chez lui. Donc, tout le monde sait que dès qu'il est élu, il ne viendra plus. Mais le problème, ce n'est pas au niveau du maire, mais c'est au niveau de cette population. Vous voyez la dignité, là. C'est nous-mêmes qui la bafouillons. Parce que quand on accepte les miettes de ce maire, quand il vient vers nous, mais à cet instant T où on a accepté ces miettes-là, on vient de bafouiller nous-mêmes notre dignité. Et c'est à cela qu'il faut travailler. Il faut travailler le changement de mentalité. Aujourd'hui, les Ivoiriens, certains ont compris. Ils ont compris, mais beaucoup n'ont pas encore compris. Je me rappelle bien, le samedi dernier, j'ai tenu un meeting à Yopougon où j'avais besoin du monde. J'ai fait la sensibilisation et tout. Mais tout le monde à l'unanimité me disait, ben, écoute, ici, en Côte d'Ivoire, pour avoir une salle pleine, il faut payer les gens. Il faut mettre les cas à dispo, payer les gens, et après la conférence, ils leur donnent 1000 francs par parti. Je leur ai dit non. Moi, je ne fais pas ça, même si j'ai 2 personnes. Mais ces 2 personnes-là seront des personnes qui viendront pour écouter, qui vont prêter attention à ce que je vais dire et qui vont me poser des questions intelligentes. Mais je ne veux pas des gens qui vont venir parce qu'ils sont là, ils attendent leur tour pour prendre leurs 1000 francs pour rentrer chez eux. Ce message, ce n'est pas comme ça que je vais travailler, moi. Et donc, c'est aussi comme ça, il faut changer la mentalité. Voilà. Et pour être dans la spirale de ce que vous dites, on assiste de plus en plus pendant les élections à des groupes de jeunes qui, je me rappelle, hein, lors du vote par rapport à la Constitution, qui dissèquent la Constitution, mais vraiment au quartier, entre eux, vraiment qui lisent, non pas dans les agoras, je veux dire, de façon imprévue comme ça. Chacun vient, oui, les grains, très bien, les grains, chacun donne son avis et ils discutent. Et quand on passe et on voit ça, on se dit, oui, il y a quelque chose qui se passe, il y a des choses qui changent, on ne va plus nous prendre comme des, enfin, j'ai pas envie de dire le mot, nous prendre comme des tarés, entre guillemets. Je veux dire, il y a une certaine conscientisation qui est en train de se faire petit à petit. Oui, on ne peut que l'appeler de tous nos voeux et demander que tout le monde s'associe à cela. Parce que tout à l'heure, on disait que peut-être qu'on n'est qu'en Afrique, mais aujourd'hui, si vous regardez, le non-vote est mondial. Vous irez en France, les gens votent de moins en moins. Vous irez en Italie, en Grèce, aux États-Unis. Partout, les gens votent de moins en moins. Sauf quand il faut aller faire des votes de bloc contre Marine Le Pen ou contre Donald Trump, etc. Ce qu'on appelle le sursaut national. Mais plus personne sur cette terre ne croit en un politicien. Voilà pourquoi nous, on n'invente rien aujourd'hui qu'on soit contre les nôtres. Parce qu'ils ne font pas notre bonheur. C'est une évidence mondiale aujourd'hui. Ça veut dire que trop de votes tue le vote. À un moment donné, on vote. Les gens votent depuis des millénaires dans certains pays. Aujourd'hui, ils sont désabusés, ils sont désenchantés, ils ne croient plus en un quelconque président qui viendra faire des miracles. Exactement. Donc ça, on arrive à ce stade-là, on ne vote plus. Nous aussi, c'est pareil, nous avons 60 ans.
Ce sont les mêmes têtes, les mêmes gens qu'on a vus, qui ont bercé nos parents d'illusions, qui continuent de nous bercer d'illusions. Donc, à un moment donné aussi, les mêmes causes produiront les mêmes effets. On va prendre l'exemple d'un monsieur, par exemple, qui vit, je ne sais pas moi, à Béoumi ou dans un village peu importe l'intérieur du pays, qui aujourd'hui a ses enfants, il va au champ, etc. On lui a parlé d'élection, il y a 15 ans, il a voté, rien n'a changé, ses conditions de vie n'ont pas changé, malgré les bons projets que le candidat avait pour lui. Il y a 10 ans, il a voté pareil, il y a 5 ans, il a voté pareil. Est-ce que dans 5 ans, il ira encore voter? Finalement, il se désintéresse de la chose parce qu'il se dit, je suis résigné, rien ne changera pour moi, personne ne changera ma situation. Bien sûr, madame, mais de son côté aussi, on l'a dit, son maire, il ne le connaît même pas. Il n'a pas son numéro. Il ne sait pas où il vit. Mais où trouver le numéro du maire? Qui a le numéro du maire? Vous avez dit, pendant le temps du vote, il est accessible. Il est accessible. Mais pendant qu'il est accessible, si vous n'en profitez pas pour mettre un corps à corps entre vous, pour l'obliger, parce que le maire doit devenir votre obligé. Il va changer de numéro après son élection, ça c'est évident. Mais n'empêche qu'on a rendez-vous dans 5 ans. Vous savez, j'ai planté les premiers arbres de la paix en 2009 à Djebonois. C'est ce que j'ai dit à mes parents. Je leur ai dit, entre 2 votes, qu'est-ce qui se passe? C'est en ce moment qu'on parle de responsabilité. Si je viens, je vous paye. Moralement, je ne vous dois plus. Je m'en vais chercher d'abord à récupérer ma mise que j'ai engagée au niveau des élections. Parce que pendant les élections, ça m'a coûté de l'argent. Donc, le réflexe humain, c'est d'abord d'engranger ma mise. Mais pendant ce temps, si en plus vous me facilitez la tâche en ne me mettant pas sous pression, je récupère ma mise peut-être les 2-3 années, et les 2 années avant les élections, je commence à me refaire voir. Et comme les mêmes causes vont produire les mêmes effets dans les mêmes conditions d'expérimentation, ça risque de remarcher. Messieurs, une autre préoccupation par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que justement les réseaux sociaux n'exacerbent pas cette culture électorale? Est-ce que ça ne les pimente pas? Ça ne fait pas qu'il y a une nouvelle donne, un nouveau chemin qu'on peut emprunter? Est-ce que le fait d'être sur Internet, sur les réseaux sociaux, ne met pas encore plus nos hommes politiques sous haute surveillance afin de considérer réellement l'importance des votes? Oui, effectivement, ça commence à devenir un vote citoyen parce que tout est relayé dans la presse, du moins sur les réseaux sociaux, les questions de détournement, les questions de promesses. Il a promis 60 emplois, il n'en a pas créé un seul. Aujourd'hui, effectivement, il y a une vraie conscience électorale, une vraie culture démocratique qui si vraiment elle est encouragée, canalisée, basée sur des faits, des réalités et non des rumeurs, qui risque véritablement d'avoir une forte valeur ajoutée. Et parce que c'est mondial, partout aujourd'hui, ça se passe. Toute dernière question. On parle des citoyens. C'est vrai, il faut parler également des politiques, comme vous le dites. Vous l'avez dit, un maire qui a payé, entre autres, ses électeurs pour être là où il estime qu'il ne leur doit plus rien. Est-ce que justement, le rapport que nos hommes politiques même ont à la politique n'est pas problématique? Parce que bien souvent, on investit dans des élections parce qu'on sait que derrière, il y a un gros budget qui arrive qu'on va pouvoir gérer à sa guise. Donc, on estime que justement, on ne doit rien à la population. On change le numéro de téléphone, on change tout. Allez-y. Alors, effectivement, ce que vous dites, c'est pas faux. Et c'est pourquoi je parlais de bafouiller la dignité. L'Ivoirien qui s'est fait acheter, dès lors que tu fais acheter le président, quand il arrive, il s'occupe, il ne te doit plus, puisqu'il t'a déjà payé pour pouvoir faire. Il gère pour lui. C'est pourquoi la DPA dit qu'à partir de cet instant, l'Ivoirien doit prendre conscience. Conscience pour voter. Juste ajouter quelque chose. Parce qu'il faut comprendre que l'unité de mesure d'un politicien, c'est son résultat aux élections. Et c'est pourquoi nous encourageons les Ivoiriens à voter. Et c'est pourquoi notre objectif que nous avons fixé pour 2020, 15 millions d'Ivoiriens enrôlés. 15 millions d'Ivoiriens enrôlés, cela, c'est une révolution qui ne dit pas son nom. Personne n'est sorti pour marcher, personne n'est sorti pour faire un meeting, mais 15 millions d'Ivoiriens, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est prête et qui attend ces élections pour 2020. 30 secondes, mot de la fin, docteur. Bien, c'est pour dire qu'effectivement, on n'achète que celui qui est achetable. Et quand quelqu'un finit d'acheter, il faut bien renflouer ses caisses. Donc, à un moment donné, la culture démocratique nous appartiendra à tous. Comme l'a dit Eva, on ne regarde pas le budget avant d'aller se présenter aux élections. Tout comme on ne reste pas au quartier pour faire de la politique, on va exprimer le type de société auquel on croit et on met la pression sur l'élu pour qu'il dise ce qu'il a fait. Mais il paraît qu'en fait, c'est ça qui caractérise le politicien, c'est de dire ce qu'il ne va pas faire et de faire ce qu'il a dit qu'il n'allait pas faire. Merci beaucoup. Conclusion pour ce dernier G par rapport à Matin Bonheur. Je rappelle du lundi au vendredi, 5h55, 7h30. Je vous souhaite un très bon jour férié. Et puis, joyeux anniversaire à Dissou Nathan et à Kwame Ama Edwige Yao. Et merci de rester en notre compagnie. C'est ça, Matin Bonheur restera toujours le rendez-vous de la vérité. Allez, très très bonne journée sur RTI1. Excellent week-end à vous. Ciao, ciao.